Bonjour, donc moi je me présente rapidement, Julie Lecy, donc responsable santé, sécurité, environnement, énergie au sein de l'entreprise Jungbunzloer. Donc Jungbunzloer est un groupe qui produit des additifs alimentaires qui sont des ingrédients biosourcés. En fait, tout est à base de matières naturelles. Aujourd'hui, je suis venue vous présenter une petite conférence sur la démarche de prévention des risques professionnels en industrie chimique. Donc complètement lié à mes missions et surtout la mission première en fait d'un responsable santé sécurité en industrie. Aujourd'hui, c'est ma première participation à un Quarks Safety Day. J'en avais déjà pas mal entendu parler, j'avais vu quelques conférences en ligne. Donc aujourd'hui, c'est moi qui me lance. Donc première participation, très bon accueil, lieu plutôt sympathique, salle hyper adaptée je trouve aux conférences. Voilà, à voir pour la suite à la fin de la journée si effectivement les sujets auront répondu à toutes mes attentes. Donc bonjour à toutes et à tous, donc Julie Lecy, moi je suis responsable santé, sécurité, environnement, énergie au sein de l'entreprise Jungbunzloer. Donc Jungbunzloer c'est quoi? En fait c'est un producteur d'additifs alimentaires. Donc nous on produit en fait des ingrédients biosourcés qui sont à destination de l'industrie alimentaire. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu prévention des risques professionnels en industrie chimique, risques professionnels au sens large du terme. Donc petite introduction à la prévention pour démarrer. Donc la prévention des risques professionnels, ça recouvre l'ensemble des dispositions qui sont à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, mais aussi améliorer leurs conditions de travail et surtout particulièrement aujourd'hui tendre au bien-être au travail. Donc c'est une démarche qui s'inscrit dans une logique de responsabilité sociale des entreprises. Elle vise à réduire les risques d'accidents au travail, mais aussi le risque de maladies professionnelles et limiter toutes les conséquences humaines, sociales, économiques que ça peut avoir sur les salariés et l'entreprise elle-même. C'est une obligation réglementaire aujourd'hui et qui se base sur les principes généraux de prévention qui sont régis par le Code du travail. Afin d'assumer ses responsabilités et pour répondre à l'obligation de résultat finalement qui est faite, donc l'employeur doit pouvoir adapter la démarche de prévention à la nature de l'activité, mais aussi à l'organisation qui est propre à chaque entreprise et anticiper toutes les évolutions. Une démarche de prévention des risques professionnels se construit finalement sur deux socles, en impliquant tous les acteurs concernés de l'entreprise et aussi en tenant compte de toutes les spécificités de l'entreprise. Donc tout ce qui peut être la taille de l'entreprise, les moyens mobilisables, quelle est son organisation, est-ce qu'il y a de la sous-traitance, de l'intérim, des filiales, etc. La démarche de prévention, elle repose également sur des méthodes, des outils, et sa mise en œuvre respecte en particulier trois valeurs essentielles, le respect du salarié, la transparence et le dialogue social, et enfin les bonnes pratiques de prévention. En d'autres termes, la démarche, finalement, elle contribue à développer une culture de prévention et on s'appuie sur la base, qui est la démarche d'évaluation des risques professionnels, mais il y a aussi toute une démarche de conception et d'utilisation des lieux de travail, qui là est une démarche a priori, où il faut vraiment en amont se poser les bonnes questions. La démarche de prévention des risques qui peuvent être liés à l'utilisation de machines, le questionnement sur l'utilisation des protections collectives qui vont porter sur l'élimination, la réduction des risques et la mise en place de mesures d'isolement par rapport aux risques. Il y a aussi l'action des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail qui vont être impliquées dans la mise en place et le suivi des mesures collectives de prévention des risques. La place, bien sûr, des protections individuelles lorsque les protections collectives ne sont pas suffisantes. Mais attention, les protections individuelles doivent vraiment être le dernier recours. Il faut vraiment d'abord anticiper tout ce qui est collectif. Et enfin, en dernier lieu, tout ce qui est formation, information, qui, là, doit faire partie intégrante de la politique de l'entreprise. On va faire un petit focus sur le cadre légal de la prévention. Donc, dans le Code du travail, on a une partie législative, une partie réglementaire. Et on a la partie législative qui, elle, va édicter les principes généraux de prévention. Donc on a les articles 41.21.1 à 41.21.5 qui vont édicter plusieurs choses. Petit focus sur le premier.
Donc l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. On a l'article 41.21.2 qui, lui, édicte les fameux 9 principes généraux de prévention. Donc, très rapidement, le premier, parce qu'on les prend dans l'ordre, le tout premier, c'est d'éviter les risques. En deuxième lieu, c'est évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités pour les ramener à un niveau qui soit acceptable. Troisième point, c'est combattre les risques à la source. Le quatrième point, c'est adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements, mais aussi les méthodes de travail. Le cinquième point, c'est tenir compte de l'état d'évolution de la technique, donc toujours se maintenir en veille technologique. Le sixième point, c'est remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux. Le septième point, c'est planifier la prévention, en y intégrant tout ce qui est technique, organisation du travail, conditions de travail, tout ce qui peut être relations sociales aussi. Huitième point, c'est prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Et enfin, dernier point, c'est donner les instructions appropriées aux travailleurs afin qu'ils puissent réaliser leur travail dans de bonnes conditions. Ensuite, on a les articles 41.41.1 à 4 qui, eux, renvoient aux principes généraux en matière de formation à la sécurité. Donc, l'employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qui l'embauchent, des travailleurs qui vont changer de poste ou de technique aussi au sein de leur carrière dans l'entreprise, les salariés temporaires qui ne sont surtout pas oubliés, et à la demande du médecin du travail ou des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours. La formation doit être répétée périodiquement dans des conditions qui vont être déterminées soit par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif. On a l'article 41.41.3 qui, lui, précise que la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle de toutes les autres personnes qui vont travailler dans l'établissement. Pour cela, la formation porte sur les conditions de circulation dans l'entreprise, les conditions d'exécution du travail et la conduite à tenir aussi en cas d'accident ou de sinistre. Tous ces articles sont complétés par les articles 1 à 10 qui, eux, évoquent la formation à la sécurité en termes d'objets et d'organisation de la formation. On a aussi la partie réglementaire qui, elle, vient encadrer la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. En parallèle, c'est greffé là-dessus la loi santé du 2 août 2021 qui vient renforcer la prévention en santé au travail et qui vient modifier certains aspects, et notamment au niveau de la mission des élus. Donc désormais, avec les nouvelles mesures qui sont entrées en vigueur le 31 mars 2022, donc il n'y a pas tout à fait un an, les élus, CSE et C2SCT, donc Comité social et économique et Commission santé, sécurité, conditions de travail, donc la loi prévoit qu'ils soient associés à la démarche de prévention des risques professionnels, mais également que les élus soient consultés sur le document unique lui-même et toutes ses mises à jour. Être associé à la démarche de prévention, ça ne pose pas le cadre d'un mode opératoire spécifique. La démarche reste propre et à imaginer au sein de chaque collectif d'élus et de chaque entreprise, et notamment en fonction du dialogue social qui est en place. Plus particulièrement concernant la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, elle est réalisée au moins chaque année dans les entreprises qui comptent plus de 11 salariés et lors de toute décision d'aménagement qui vont modifier les conditions de travail ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur, notamment tout ce qui est accidentologie. La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, donc où la liste des actions de prévention est effectuée à chaque mise à jour du document unique, si nécessaire. On a l'article R4412-6 qui, lui, parle plus précisément du risque chimique et qui précise que pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte notamment les propriétés dangereuses des agents chimiques qui vont être présents sur les lieux de travail, les informations relatives à la santé et la sécurité qui vont être communiquées par le fournisseur du produit,
tous les renseignements complémentaires qui peuvent être nécessaires et obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles, la nature, le degré et la durée de l'exposition, les conditions dans lesquelles se déroulent les activités qui vont impliquer les agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux. En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents doivent être pris en compte. Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui sont fixées par décret doivent être respectées. L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique doivent aussi être identifiés. Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi et l'état de santé des travailleurs est à prendre en compte. Et enfin, les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels doivent aussi être pris en compte. En termes de politique de prévention, donc, la plupart du temps, on parle de sécurité réglée, de sécurité gérée pour avoir une sécurité industrielle. Moi, j'aime bien rajouter aussi la sécurité animée. On a la sécurité réglée. Donc là, on a des comportements de conformité. Ça vient d'expertise, de barrières techniques. On a tout ce qui est règles et procédures. On a aussi tout ce qui est la sécurité gérée. Donc, on a des comportements proactifs basés sur les compétences, les capacités d'apprentissage, mais aussi l'adaptation. Et on a la sécurité animée, où là, on va retrouver toute l'animation terrain, avec les visites terrain, tout ce qui est accompagnement, support et expertise, généralement des fonctions HSE dans les entreprises. Et là, on est sur des comportements actifs. Donc, l'addition de ces trois modes de sécurité nous amène à la sécurité industrielle. On parle aussi de performance globale d'une entreprise, donc qui va prendre en compte une performance individuelle, collective, mais aussi organisationnelle. On va distinguer tout ce qui est coûts directs et coûts indirects pour l'entreprise. Dans les coûts directs, on va retrouver tout ce qui est accident, maladie professionnelle, absentéisme, tout ce qui peut être malfaçon, rebut, la non-qualité, la baisse de productivité, la baisse de compétitivité. Donc là, on va influer sur la performance économique de l'entreprise. En parallèle, on a tout ce qui peut être lié à l'interaction des personnes avec des conflits, des démotivations, une réduction de capacité d'innovation, du turnover éventuellement qui peut entraîner une perte de savoir, une baisse de qualité aussi, une dégradation du climat social. Donc là, on va plus toucher à la performance sociale de l'entreprise. On est sur des coûts indirects, mais qui vont participer à la performance organisationnelle de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important de s'intéresser aussi à la santé et au bien-être des salariés afin d'avoir une performance organisationnelle globale qui soit élevée. En termes de politique de prévention, on retrouve un ensemble cohérent qui va s'articuler finalement en trois grandes phases. Donc le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être mis à jour annuellement ou à chaque modification des conditions de travail. Le plan d'action, donc on l'a en ce qu'on appelle assez vulgairement le PAPRI-Pacte, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, qui lui doit être présenté une fois par an en consultation politique sociale et qui va contenir vraiment des mesures de prévention opérationnelles visant à réduire le niveau de risque dans l'entreprise. Et enfin, le bilan annuel du plan d'action de l'année écoulée, qui est communément suivi notamment en CSE, C2SCT pour toutes les entreprises qui en ont un. On a ensuite une construction d'une approche partagée de la prévention. Donc où là, en fait, on va d'abord avoir une phase de mobilisation. On va s'accorder pour agir ensemble en vraiment prenant en compte tous les acteurs. On va ensuite investiguer. Là, on va informer, organiser la concertation. On va ensuite pouvoir maîtriser, c'est-à-dire transformer les situations de travail. Et enfin, évaluer pour s'assurer de l'efficacité des actions. La prévention des risques professionnels, c'est vraiment un enjeu majeur pour l'entreprise aujourd'hui. Ça nécessite en premier lieu vraiment l'engagement, la volonté de la direction au sein de l'établissement qui va vraiment adopter une politique en matière de sécurité. Toute personne à son niveau dans l'entreprise va être directement concernée. On va avoir l'employeur, mais aussi les représentants du personnel, les chargés de prévention et les salariés directement. L'évaluation des risques, c'est l'étape cruciale de la démarche de prévention parce qu'en fait, c'est vraiment le point de départ.
L'identification, l'analyse, le classement des risques, ça va permettre de définir des actions de prévention appropriées qui vont couvrir les dimensions techniques, humaines, mais aussi organisationnelles. Et donc, comme on l'a déjà dit, l'évaluation des risques doit être renouvelée régulièrement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, l'évaluation des risques professionnels, finalement, c'est quoi? Donc, ça consiste à identifier l'ensemble des risques auxquels sont soumis les salariés. On parle vraiment là de toutes les familles de risques professionnels. On ne parle pas forcément que du risque chimique. Le risque chimique, c'est finalement une famille spécifique des risques auxquels peuvent être exposés les salariés. Communément, on retrouve souvent dans les grandes familles les risques psychosociaux, les produits chimiques, l'exposition aux zones à risque d'explosion, on va parler de risque ATEX, l'exposition au rayonnement ionisant et radioprotection, le risque de pandémie, qu'on a notamment tous connu avec la crise du Covid. Et il peut y avoir, en fonction des activités, encore d'autres risques qui peuvent être particuliers à une activité. Ensuite, on va un petit peu parler de risque, danger, exposition. Parce que finalement, il y a toujours confusion qui persiste, notamment entre les termes risque et danger. Donc l'INRS a mené différents travaux pour essayer d'expliciter ces définitions et clarifier les termes pour tout le monde. Donc le danger, c'est la propriété ou la capacité intrinsèque d'un produit, d'une substance, d'un équipement, mais aussi d'une méthode de travail, d'une situation susceptible de causer un dommage à l'intégrité mentale ou physique du salarié. Le risque, lui, c'est une option abstraite, inobservable, directement dans une catégorie de statut intermédiaire entre celle des dangers et celle des dommages. Le risque, c'est l'événement à venir, donc il est incertain. Cette incertitude est fondamentalement irréductible, mais elle est de plus ou moins grande selon la qualité des informations qui vont être disponibles. La probabilité de la survenance d'un dommage lié à la fréquence d'exposition et ou la durée d'exposition d'un danger et la probabilité d'apparition de ce danger vont former le risque. Donc en résumé, on peut dire que le risque est le résultat de l'exposition à un danger. Et le dommage, lui, c'est l'événement non souhaité. On va retrouver différents types de dangers. Donc ils sont généralement classés dans les grandes catégories suivantes. On a les dangers biologiques, qui vont être liés aux bactéries, virus, insectes, plantes, oiseaux, etc. On va retrouver les dangers chimiques, qui eux vont dépendre des propriétés physiques, chimiques et toxiques d'un produit. On va retrouver les dangers ergonomiques, donc, qui vont être liés finalement au mouvement, à l'aménagement du poste de travail. On a les dangers physiques, donc, qui peuvent être des rayonnements, des champs magnétiques, des expositions à des pressions extrêmes, au bruit, etc. On a les dangers psychosociaux, donc, qui eux vont être liés aux situations de stress et de violence. Et enfin, tous les dangers liés à la sécurité, vraiment pour le déplacement du salarié dans l'entreprise, tout ce qui peut être lié à son déplacement, mais aussi aux machines qu'il va être amené à utiliser. Là, je vous ai mis un petit exemple de couple danger-risque, juste pour comprendre un petit peu qu'un danger peut être lié à plusieurs risques. J'ai essayé de prendre un petit peu les plus communément trouvés. Donc, par exemple, on a un danger qui est la chute. Le risque, ça peut être la chute de plein pied, la chute de hauteur, mais aussi la chute d'objets ou de matière. On va retrouver au niveau des manutentions manuelles des poids élevés, des manutentions qui vont être effectuées de manière répétitive ou à cadence élevée, des éléments qui vont être difficiles à manutentionner ou des éléments qui peuvent être coupants ou piquants. Voilà, on ne va pas forcément tous les passer en revue, mais c'est un petit peu pour vous montrer des exemples des couples danger-risque. Ensuite, on va parler un petit peu des principes de l'évaluation. Donc, pour procéder à l'évaluation, en fait, il convient de respecter certains principes. Donc, le tout premier, c'est vraiment d'afficher une volonté de réaliser l'évaluation des risques. Ça, c'est pour pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs. Il faut choisir les outils d'évaluation qui vont être adaptés à l'entreprise. Il faut s'organiser pour pouvoir être autonome. Donc, en général, on privilégie l'évaluation en interne, mais l'employeur peut s'appuyer sur des aides extérieures. Il faut associer les salariés et décider des actions de prévention. Donc, si on prend la première étape, donc la préparation de l'évaluation, donc là, on va définir le cadre de l'évaluation, les moyens qu'on va lui allouer. On va créer un groupe de travail.
Et c'est là qu'on va évoquer les différents sujets. Donc, quelle est l'organisation qu'on va mettre en place? On va désigner une personne, un groupe pour coordonner l'ensemble des missions. Le champ d'intervention aussi. On va notamment définir tout ce qui est unité de travail. Les outils qui vont être mis en œuvre pour l'évaluation. Est-ce qu'on va s'appuyer sur des documents, des checklists, des grilles d'audit? Les moyens financiers. La formation interne nécessaire si besoin. Et comment on va communiquer sur la démarche. Ensuite, on va pouvoir identifier les risques. Donc là, on va repérer tous les dangers et analyser les risques qui y sont associés. Donc, repérer les dangers, c'est mettre en évidence les propriétés intrinsèques d'un équipement, d'un agent chimique ou biologique, mais aussi tout ce qui peut être apporté par les procédés de fabrication, l'organisation du travail elle-même, notamment s'il y a du travail de nuit ou du travail en horaire décalé, et de manière générale, tout ce qui est susceptible de causer un dommage à l'intégrité physique et ou mentale du salarié. C'est également à cette étape qu'on va en profiter pour repérer les facteurs de pénibilité. Ensuite, analyser les risques, là, c'est se prononcer sur les conditions d'exposition finalement des salariés aux dangers et aux facteurs de pénibilité dans l'entreprise. Il existe pour cela différentes méthodes d'analyse. On peut s'appuyer sur tout ce qui est contrôle, vérification. Donc là, on est plus sur des approches de type normative qui vont reposer finalement sur l'utilisation des matériels. On va ensuite regarder l'analyse des postes de travail en eux-mêmes. Donc là, on est plus sur une approche de type ergonomique. On va observer le salarié dans son environnement de travail. Et on peut aussi avoir une méthode de modélisation et de calcul probabiliste. Donc là, on est plus sur des approches de type sûreté des systèmes. Et là, c'est plus quand on est sur des systèmes techniques complexes où on va finalement utiliser cette méthodologie. Une fois qu'on aura identifié les risques, il va falloir les classer. Donc en fait, la réglementation ne précise pas cette étape de classification des risques. Pourtant, elle est essentielle dans le déroulement de l'évaluation puisque c'est cette action qui va permettre de passer d'un inventaire de tout un tas de risques à un plan d'action qui va être cohérent. Puisqu'en classant les risques, on va pouvoir finalement avoir une hiérarchie, donner des priorités et vraiment pouvoir traiter en priorité les risques qui sont les plus aux côtés. Donc généralement, pour ce faire, on utilise des matrices probabilité-gravité. Je vous ai mis ici un exemple, une matrice 4-4. Après, il y a pareil, la réglementation, elle ne définit pas en fait finalement quel type de matrice on doit utiliser. C'est propre à chaque entreprise de créer sa matrice. On retrouve souvent des matrices 4-4. Voilà. Après, libre à chacun de faire comme il a envie. Et par contre, il ne faut pas oublier d'omettre de considérer le risque résiduel. Donc, une fois qu'on a coté les risques, on va regarder quels sont les moyens de prévention, de protection qui sont aujourd'hui existants. Et on va faire une nouvelle cotation en tenant compte de ces moyens. Donc, c'est ce qui va nous permettre de déterminer si finalement le risque qu'on a identifié, s'il est aujourd'hui maîtrisé, partiellement maîtrisé ou pas du tout maîtrisé. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra se permettre du coup de définir notre plan d'action. Ensuite, on va pouvoir proposer des actions de prévention. Donc là, on va aussi tenir compte de l'avis des instances représentatives des salariés. Et les actions qui sont décidées, qui sont sous la responsabilité du chef de l'entreprise, doivent contribuer à alimenter le plan annuel de prévention et à réduire finalement le risque dans l'entreprise. Pour déterminer les actions à mettre en œuvre, on peut aussi s'appuyer sur des groupes de résolution de problèmes. Ça dépend un petit peu, il y a des risques pour lesquels on va avoir des actions qui vont être assez évidentes, surtout quand elles sont techniques. Voilà. Après, quand on est sur de l'organisationnel, c'est des fois bien de passer par un groupe de travail qui va inclure différents acteurs et qui va permettre de vraiment prendre en considération toutes les situations. Les actions de prévention, elles vont conduire à des changements qui peuvent être techniques ou organisationnels. Et du coup, il ne faut pas oublier de refaire une évaluation pour finalement avoir toujours le processus de la démarche en cours et pouvoir baisser finalement les risques qui ont été traités à des niveaux acceptables.
Les mesures de prévention, elles vont être de 3 types, techniques, humaines ou organisationnelles, et elles sont classées selon 3 niveaux. Il y a la prévention primaire, donc là on est sur des actions prioritaires pour intervenir au plus tôt sur les facteurs de risque pour les supprimer ou les réduire. On a la prévention secondaire qui va suivre les risques et l'état de santé des salariés, et tertiaire pour limiter les conséquences d'un risque survenu pour agir sur le maintien de l'emploi. Petit zoom sur la particularité du risque chimique. Donc on a l'arrêté du 15 décembre 2009 qui, lui, a mis en place des contrôles techniques pour surveiller les valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail. Donc aujourd'hui, il existe 2 types de VLEP. Il y a les VLCT ou les VLEP court terme. Donc là, elles sont mesurées sur une durée de 15 minutes et leur respect prévient les risques d'effets toxiques immédiats ou à court terme. Et on a les VLEP 8 heures, donc où là, en fait, on va mesurer sur une moyenne de 8 heures, qui correspond généralement à un poste de travail. Et donc là, c'est destiné à protéger les travailleurs des effets à moyen ou à long terme. On a aussi 3 types de VLEP. Elles peuvent être réglementaires contraignantes, réglementaires indicatives ou admises. Je vous ai juste mis un petit schéma pour la démarche de l'évaluation du risque chimique. Pour les mesures de valeur limite d'exposition professionnelle. Donc on va d'abord élaborer une stratégie de prélèvement, puis un plan d'échantillonnage. On va réaliser les prélèvements, les analyses, avoir un rapport, et on va pouvoir mettre à jour l'évaluation du risque chimique par rapport aux mesures des VLEP qui ont été réalisées. Donc il y a différentes possibilités pour les VLEP. Donc on commence d'abord par faire une évaluation initiale qui va comprendre 3 campagnes de mesures. Et en fait, si on a des résultats qui sont supérieurs aux valeurs limites, on doit mettre en place des actions correctives. Si on a des résultats qui vont être inférieurs à 10% des valeurs limites, on va pouvoir passer sur un contrôle périodique pour simplement surveiller finalement qu'il n'y ait pas de dérive dans le temps et que tous les moyens qu'on a en place restent maîtrisés. L'évaluation du risque chimique, elle prend également en compte une cotation du risque brut et du risque résiduel. Pour chaque exposition, il faut déterminer si le contrôle technique il est applicable. Donc là, on va considérer le résultat de l'évaluation du risque chimique, le type de VLEP qui va être associé aux substances utilisées et les conditions d'utilisation. Est-ce qu'on est sur du régulier, du ponctuel, ce qui permet aussi de déterminer dans quel cas on ne fera que des contrôles sur les valeurs limites court terme. Ensuite, on peut très bien maintenir un contrôle périodique, même si tous nos résultats d'analyse ont été contrôlés conformes, que dans la répétabilité des mesures, on est inférieur à un indice de 0,1. On peut quand même, si l'entreprise estime qu'un suivi est pertinent, maintenir tous les contrôles. Et pour bien maîtriser l'évaluation du risque chimique, il est important aussi de mettre en place un système de validation de tout nouveau produit chimique entrant dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment pour pouvoir, en amont, identifier, finalement, évaluer l'exposition qu'aura le salarié au produit et déterminer quels moyens de prévention ou de protection on va devoir mettre en place pour le protéger. Et bien sûr, il ne faut pas oublier dans la démarche d'omettre les produits qui vont être utilisés par des sous-traitants ou des sociétés extérieures, parce que ces produits peuvent engendrer de nouveaux risques pour le personnel par exposition indirecte, notamment en cas de coactivité. Comment est-ce qu'on peut impliquer l'ensemble des acteurs dans la démarche de prévention? Donc on a l'employeur, les salariés, les représentants du personnel, les chargés de prévention. Chacun à son niveau peut participer à la prévention des risques professionnels. Donc on a les représentants du personnel, qui sont les membres CSE ou C2SCT. On a aussi l'encadrement, les responsables techniques, qui ont souvent beaucoup d'informations aussi sur les méthodologies de travail. On a les personnes qui vont être dédiées à des fonctions particulières en matière de sécurité et de santé au travail. Et selon les activités, on peut trouver des personnes aussi compétentes en radioprotection, des conseillers à la prévention hyperbare, etc. Et on a toutes les personnes qui contribuent aussi à l'organisation des secours, comme les sauveteurs secouristes du travail, les équipiers de première ou de seconde intervention. On a aussi les services des ressources humaines qui, eux, contribuent notamment au plan de formation. Et enfin, tous les salariés eux-mêmes, qui, eux, sont vraiment les utilisateurs des postes de travail, des produits, des machines, des outils. Tous les acteurs doivent travailler, communiquer et dialoguer entre eux. C'est un gage de réussite et d'efficacité dans la démarche de prévention.
Afin de bien réussir son évaluation des risques professionnels, donc il est important de constituer des groupes pluridisciplinaires intégrant un petit peu toutes les fonctions qu'on vient d'évoquer et surtout pas oublier vraiment d'intégrer les salariés eux-mêmes qui sont affectés au poste de travail, qui vont vraiment pouvoir décrire finalement comment ils procèdent tous les jours. C'est aussi ce qui permet de détecter quelquefois les petites dérives qui peuvent se mettre en place avec le temps, où des salariés peuvent être amenés à dévier quelquefois aux méthodologies de travail. Les meilleurs experts, finalement, c'est ceux qui savent ce qui se passe sur le terrain et qui vont pratiquer les gestes au quotidien. Le partage aussi des différences entre le travail prescrit et le travail réel permet le rapprochement des fonctions pour engager des améliorations concrètes et pérennes qui vont être source de performance sur les objectifs humains, mais aussi de productivité. On peut utiliser des méthodologies situation-problème ou groupe de résolution de problèmes. Donc là, l'étape importante, c'est ramener les personnes à réfléchir à partir de la situation de travail. C'est-à-dire, au lieu de venir de dire « moi, ça ne me convient pas, parce que ça ne va pas, ça ne me convient pas dans la façon de travailler », c'est vraiment de se poser un moment, de décrire toute la situation de travail, de l'étudier et de repérer finalement tout ce qui sera corrigé. Et il y a aussi une étape de restitution aux membres du CSE, C2SCT et aux salariés qui est cruciale pour maintenir un bon dialogue social et aussi avoir un bon suivi de la réalisation du plan d'action. Donc finalement, comment on peut favoriser la réussite de la démarche? Donc la démarche, elle doit être progressive. Il ne faut pas arriver d'un bloc, il faut vraiment prendre... faut utiliser la méthode des petits pas, procéder petit bloc par petit bloc. Et la démarche doit amener à une concertation collective entre les différents acteurs de la structure. L'engagement des élus et de l'encadrement ainsi que l'adhésion des salariés sont aussi des fondamentaux pour la réussite dans la démarche. Les différentes familles de risques sont ensuite centralisées dans un seul document, donc le fameux document unique, ce qui permet d'avoir un recensement exhaustif des risques. Et donc maintenir un dialogue régulier avec les différents acteurs, ça va permettre de contribuer à la pérennité de la démarche sur le long terme. Et le petit mot de conclusion qu'on pourrait dire, c'est qu'assurer une bonne démarche de prévention, ça permet à l'entreprise de progresser durablement en santé et en sécurité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Merci Julie. C'était alors très complet et puis du coup on retrouve bien la démarche du risque chimique inscrite dans une démarche globale. Je ne sais pas, pour les personnes qui ont à mettre ce type de démarche, ça peut paraître quand même assez volumineux si on projette ça, l'intégralité de la démarche, sur l'ensemble des risques, et notamment dans une industrie chimique où il peut y avoir beaucoup de situations de travail et beaucoup de problématiques différentes à traiter. On sent bien que c'est une démarche vraiment de long terme. Mais du coup, je ne sais pas, vous, dans votre entreprise, aujourd'hui, en termes de niveau de maturité, c'est juste pour pouvoir s'identifier un peu, en termes, voilà, à quel niveau de maturité vous en arrivez aujourd'hui par rapport à la prise en compte de l'ensemble de ces problématiques? Alors nous aujourd'hui, alors la particularité, c'est en fait, moi quand je suis arrivée chez Young Bunzler fin 2018, on a reconstitué totalement le pôle HSE. Donc nous, on est reparti un petit peu à zéro, parce que voilà, la culture de la sécurité, c'est vraiment une démarche de long terme qui prend plusieurs années. Donc voilà, nous on est arrivé dans une entreprise aussi, on avait un document unique qui n'était pas tout à fait complété. Donc on a profité, entre guillemets, de la crise Covid pour vraiment mener un travail de fond en fait sur l'évaluation des risques, tout remettre à plat. On avait aussi du coup mis en place le logiciel Quarks Safety en 2020, qui nous a aussi permis de refaire un point zéro sur l'évaluation du risque chimique. Et aujourd'hui, on est en train de compléter notre démarche en intégrant cette année les risques psychosociaux, qui avaient fait l'objet d'une étude il y a 5-6 ans, mais qui n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation complète et qui n'étaient pas encore intégrés au document unique. Voilà. Très bien.
Merci. Donc, je comprends bien. Pour arriver à mettre en place une démarche de prévention efficace, et vous n'êtes pas la première à me dire qu'il y avait un moment privilégié pour remettre à plat toute une évaluation des risques, c'est vraiment d'avoir une bonne phase d'obligation de ne plus d'arrêter l'activité, de se poser, de réfléchir, de tout recenser. Donc, il nous faut une bonne crise Covid tous les 10 ans, je pense, pour que... Je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais c'est vrai que du coup, en fait, le premier confinement, ça, voilà. Donc nous, l'activité ne s'était pas arrêtée, mais on a tourné fortement au ralenti. On avait à peu près 30% de l'effectif qui était encore présent sur site. Donc on a maintenu la production à hauteur de l'effectif présent. Ça nous a aussi, on a été un petit peu bousculés aussi par l'inspection du travail qui nous avait demandé d'évaluer tous les risques liés au Covid pour le travail des salariés. Donc on avait attaqué par cette partie-là et en fait on a mis à profit le temps qui nous a été un petit peu alloué par la baisse d'activité pour du coup effectivement refaire une passe complète sur le document unique et vraiment le revoir dans son intégralité. Parce qu'on en avait aussi profité pour revoir la méthode de cotation. Donc on avait aussi refait vraiment une évaluation assez profonde en 2020. Okay, oui, parce qu'effectivement, dans le cas d'une suractivité professionnelle, c'est difficile de mobiliser tous les acteurs, les sortir de leur poste de travail pour leur dire de profiter de ce moment-là pour réfléchir à comment ils travaillent, etc. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'on sent qu'il y a une partie de la difficulté d'arriver à dérouler tout le plan de la prévention dans son intégralité, qui est liée à la disponibilité finalement des équipes et le rythme dans lequel est inscrite l'entreprise. Alors bien sûr, le dialogue social, c'est un élément essentiel, parce que s'il n'y a pas de discussion entre la direction et les salariés, on est dans des situations où il n'y a pas de communication, donc il n'y a pas de possibilité de résoudre certaines problématiques, mais il y a aussi la charge dans l'entreprise, et donc du coup, l'appui d'une direction pour dégager du temps au niveau des salariés, au niveau des responsables, des managers, et qui prennent en compte cette démarche d'abord, pour ensuite pouvoir mieux dérouler leurs activités. Je pense que c'est un des éléments clés quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, et puis il faut vraiment que l'impulsion vienne de la direction pour que tout le monde se... Voilà. À partir du moment où la direction met la priorité sur l'évaluation des risques, les gens se sentent aussi un petit peu plus forcés à consacrer du temps. Voilà. Après, nous, on a aussi fait des petits exercices l'année dernière. On a testé en fait la méthodologie situation-problème, où on a vraiment créé des groupes. On a intégré, il y avait des élus CSE, C2SCT mélangés, de l'encadrement. On avait aussi la fonction maintenance qui était représentée parce que souvent, c'est aussi eux, finalement, qui ont un petit peu les solutions techniques ou qui vont en tout cas pouvoir dire OK, ce que tu as prévu sur le papier, c'est faisable, ou au contraire, c'est joli sur le papier, mais on n'y arrivera jamais. Et on avait pris un sujet qui était assez important parce qu'on, suite au démarrage d'une nouvelle ligne de production, et du coup, ça a vraiment permis à tout le monde de se rendre compte que finalement, à un moment donné, en prenant un petit temps d'arrêt, prenant un petit peu de recul, en reprenant vraiment toute la situation, en posant juste les choses factuellement, et ben finalement, on arrive à dégager en face des actions et c'est beaucoup plus constructif que juste de se renvoyer la balle comme ça à la volée, de dire d'attraper le HSE, de lui dire ah non, moi ça va pas du tout, d'attraper la maintenance et de lui dire mais t'as pas fait ça, je t'avais dit qu'il fallait faire comme ça. Enfin voilà, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment hyper important d'avoir des groupes pluridisciplinaires et d'omettre aucune fonction. Parce qu'au moins, quand il y a tous les acteurs autour de la table, voilà, on arrive à échanger et à définir tout de suite des actions, mais qui vont être cohérentes. Et pas s'y reprendre à 3 fois parce qu'on aura défini une action d'un côté, mais on ne l'aura pas validée avec la maintenance, ou on n'aura pas validé si on a le budget en face ou pas aussi, parce que bon, les actions techniques, souvent, correspond aussi à des budgets. Donc voilà, c'est vraiment une démarche globale et il ne faut vraiment oublier personne dans la chaîne. J'ai encore une petite remarque. Vous avez évoqué le service maintenance. Ouais. Les lois, les textes, les démarches d'évaluation des risques de l'INRS sont quand même souvent centrés, après
priori sur des travaux réguliers faits par des opérateurs qui vraiment sont toujours au même poste, qui font toujours la même activité. Donc, du coup, ils sont soumis toujours aux mêmes substances chimiques qu'on a le temps de décrypter, etc. etc. Et le lien que je fais avec les services de maintenance que vous avez équipés, enfin, que vous avez évoqués, et puis les centres de recherche, par exemple, c'est des activités qui sont assez similaires dans le sens où c'est carrément ingérable, puisque les gens utilisent des produits chimiques quand il y en a besoin. Donc on n'a pas de notion de fréquence définie. On ne peut pas faire de mesurage au poste de travail parce qu'il faudrait exposer volontairement les salariés dans leur activité pour pouvoir faire un prélèvement. On n'a pas des durées de 8 heures disponibles en termes d'activité. On est toujours sur du court terme, voire du très court terme. On est sur l'utilisation, par exemple, d'aérosols en quelques pchits. Donc là, il y a des situations qui peuvent être extrêmement impactantes, mais voilà, ce n'est pas des choses qu'on peut mesurer. Et donc, je voulais avoir un petit peu votre ressenti par rapport à un service de maintenance. Comment on fait pour prévenir les risques dans les services de maintenance? Puis aussi, comment eux, ils s'approprient la chose? Parce que souvent, vous êtes vu comme un empêcheur de tourner en rond. Donc, du coup, voilà. Souvent. Ouais. Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on a une maintenance qui est sous-traitée. Donc, c'est plus simple, pas toujours. Parce que il faut les évaluer quand même en tant que sous-traitants. Ils apportent des produits sur le site, donc c'est quand même important que nous, on fasse l'évaluation. Effectivement, c'est assez complexe, les services de maintenance, surtout qu'en général, c'est aussi en fonction de ce qu'ils vont être amenés à faire qu'ils vont utiliser tel ou tel produit. Après, nous, quelque part, notre chance, c'est que comme on est dans l'agroalimentaire, ben, on est relativement limité sur les produits qu'on a le droit d'utiliser au niveau du process. Donc on se retrouve finalement avec des produits qui ne sont pas forcément si dangereux que ça. Même tout ce qui est colle qu'on va utiliser ou peinture, on doit vraiment respecter aussi des normes agroalimentaires. Donc ce n'est pas les produits les moins sympas, on va dire. Et puis ben, nous, ce qu'on fait quand on fait finalement les campagnes de mesure de VLEP qui s'étalent toujours sur 2 ou 3 jours, le temps de pouvoir faire le tour de toute l'usine, ben, on équipe à chaque fois en fait, une personne du service maintenance. Et en fait, il vit sa journée pendant ces 2-3 jours normalement, mais il est quand même équipé. Et voilà. Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément un très bon échantillonnage, mais ça peut au moins permettre de mettre en évidence des pics s'il y en avait. Voilà. Bonjour, je suis là. Bonjour. Je suis désolée, je ne connais pas bien votre organisation. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le nombre de personnes qui composent votre entreprise et le nombre de personnes qui font partie des évaluateurs, en tout cas votre équipe HSE dont vous parliez, voilà, pour nous donner une idée un petit peu des moyens que vous avez. Merci. Donc nous, on est une entreprise de 170 salariés. On fonctionne en 6-8, donc en continu. Donc on a à peu près en moyenne une centaine de personnes à la journée, on va dire, présentes simultanément sur site. On a 30 à 40 personnes aussi en entreprise sous-traitée qui sont présentes à l'année entre la maintenance et la société de nettoyage. Au niveau de l'équipe HSE, on est 3 personnes aujourd'hui. Et on développe pas mal depuis l'année dernière, en fait, avec les élus C2SCT, un partenariat, on va dire. Enfin, voilà, on a vraiment amélioré le dialogue entre nous et finalement, ils arrivent à être relais aussi sur le terrain, beaucoup plus que ça pouvait l'être avant. Avant, ils venaient juste, ils nous remontaient juste, il y a tel problème, il y a tel problème. Aujourd'hui, c'est plutôt, ils viennent, ils disent, voilà, on a observé tel poste de travail, on a constaté ça. Donc, quelque part, ils nous apportent les premiers éléments, ce qui nous permet, nous, ensuite, d'enclencher des analyses un peu plus poussées. Donc, ils contribuent un petit peu à la part terrain au sein de l'entreprise. Ok, merci. Bonjour, voilà, je suis là. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez donc refait votre document unique des risques professionnels. Vous êtes appuyé sur un outil pour pouvoir le faire. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est au niveau du risque chimique. J'ai cru comprendre que vous avez utilisé donc Quarks pour pouvoir faire cette évaluation du risque chimique. Comment vous l'avez intégré à votre document unique générique de l'ensemble des risques?
Alors pour le document unique, il n'y a pas aujourd'hui d'outils imposés, hein. Donc on est sur un tableur Excel, comme à peu près la plupart des entreprises. Vous me rassurez. Même si on atteint la limite d'Excel, mais voilà. Et donc effectivement, on a Quarks pour le risque chimique. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans la trame du document unique, on a identifié l'utilisation de produits chimiques en fonction finalement de leurs critères. Donc on va retrouver les produits corrosifs, les produits qui peuvent être inflammables. On les a classés comme ça grossièrement. Et ensuite, on a finalement rajouté des onglets dans notre fichier Excel, puisque de Quarks, on peut extraire toute l'évaluation. Et du coup, on a fait une petite page de garde, et puis on renvoie vers les différents onglets, parce qu'on a aussi du risque ATEX sur site. Et donc là, c'est pareil, on a une étude à part. Et finalement, on met des onglets où on va faire le focus sur ces risques-là. C'est aujourd'hui le moyen qu'on a trouvé pour quand même tout avoir dans le même document. Mais on ne peut pas, le mettre sous la même trame, ce n'est pas forcément évident. Surtout que pour le risque ATEX, nous, on s'est basé sur les normes ISO. La matrice, elle est en 3.3. Donc déjà, là, ça ne rentre pas, quoi. Voilà. Ok, merci. De rien. C'est bon ? Merci. Une bonne fin de journée.